Bonsoir très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro de genre et volontariat. Vous nous suivez de Aru, Makiso, vous nous suivez de Beni, à Walongo, vous nous suivez de Makiso, vous nous suivez de Bongandanga, de Kinshasa, vous nous suivez de Lomé, vous nous suivez de Burkina Faso, vous nous suivez à Paris, à l'Illinois, Dallas. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous avons une culture, l'UNESCO soutient la culture, les structures des Nations Unies soutiennent la culture. Est-ce que nous avons une identité sur le plan culturel? La culture n'est pas seulement la musique contemporaine, mais ce sont nos masques, ce sont les céramiques, les polis, ce sont tous ces amulettes qui appartenaient à l'Afrique, qui ont été déportés par les colonisateurs. Et lors de nos recherches, lors de l'actualité, la France a restitué certains faits historiques appartenant à la culture à certains pays africains. Qu'en est-il pour la RDC? Pour en parler, je vais vous présenter mon invité de ce soir, Maître Prosper Tetika, que je m'en vais saluer. Bonsoir, Maître. Bonsoir, M. Katende. Merci de m'avoir invité. Comment vous allez? Je vais très bien. Je le pense aussi pour tous les téléspectateurs de Kin 24 Télévision. Maître, vous avez une tribune où vous avez parlé de ces biens de notre culture africaine spoliée par certains pays à l'époque colonisateur, notamment la France, et vous faites une analyse par rapport à certains de ces effets qui ont été spoliés par la France et restitués à leur pays propriétaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Maître Prosper? J'ai publié cette tribune parce que c'était, comme vous l'avez dit, sur un sujet d'actualité. Comme la plupart d'entre nous le savent, la France va amorcer très bientôt le processus de restitution de certains objets d'art à certains pays africains, notamment le Bénin qui en avait formulé la demande, mais aussi on a vu que le Tchad était aussi sur la liste, et par après le Sénégal, la Côte d'Ivoire a suivi. Je me suis interrogé pour savoir si notre pays, la République démocratique du Congo, n'était pas lui aussi concerné par les objets d'art ou les signes de nos civilisations anciennes qui auraient été dépouillés ou sinon spoliés pendant la colonisation. Alors cette tribune, c'est d'abord une réflexion que je mène sur les sujets culturels. Parce que, vous l'avez dit tantôt, on parle assez peu de la culture dans notre pays. Et très souvent, lorsqu'il faut parler culture, on réduit le concept culture à la musique de notre temps. Et ce problème vient du fait que, déjà, le concept de l'histoire n'est pas très présent dans notre vie, dans notre quotidien et surtout pas dans l'opinion publique. Parce que même dans notre système d'éducation, on a un peu trop laissé vide le concept histoire. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'histoire de notre pays, on pense que cette histoire commence au 30 juin 1960, lorsqu'on a chanté l'indépendance Tcha-Tcha, Touba qui dit, et c'est en ce moment-là que nous étions devenus Congolais. Notre histoire commence bien avant. Même pas en 1885 lorsque le colon arrive, encore moins en 1489 lorsque l'on parle de l'embouchure du fleuve Congo. Mais notre histoire, c'est aussi l'histoire de l'Empire Lunda, c'est aussi l'histoire du Congo, c'est l'histoire des Azandés, c'est l'histoire des Kuba, des Luba, ainsi de suite. Alors il faut que l'on remette cette histoire-là au cœur de l'enseignement. C'est l'appel que je fais à travers cette tribune et plus largement, j'envisage que notre pays également procède à l'amorcement du processus de restitution d'objets d'art. Mais un processus qui doit être stratégique. Parce qu'il ne suffit pas de dire, voilà, il faut que la Belgique nous rende, par exemple, tous les objets d'art qu'il y a dans les musées belges, mais il faut que nous-mêmes, nous puissions redéfinir certaines choses, que nous puissions à l'interne tracer un certain schéma qui s'inscrit dans l'ordre du culturel. Ce schéma, c'est par exemple convoqué à l'instar de l'écrivain Didier Moumengi, par exemple, qui propose les assises culturelles, les états généraux de la culture. Ces états généraux de la culture qui auront pour but notamment de faire un plan, de faire un cahier de charges, de faire, je dirais, dessiner une carte culturelle qui va de la valorisation des cultures qui sont nôtres à l'interne, mais aussi, moi je propose la perspective d'une restitution d'objets d'art congolais qui se trouvent aujourd'hui en Europe et ailleurs. Maître Prosper Tetika, les téléspectateurs qui veulent en savoir plus, on commence par les débuts.
Pourquoi ces effets ont été spoliés? Il faut retracer le contexte de cette spoliation. Déjà, il faut dire que lorsque nous sommes ce que nous sommes, ou nous étions ce que nous étions bien avant, l'Afrique, l'Europe, ainsi de suite, tous les continents du monde avaient leur civilisation dans leur part. Et la délimitation, sinon les délimitations que nous avons aujourd'hui dans nos pays, sont les délimitations qui sont venues bien après, notamment au 19e siècle. Mais au 13e, au 12e, au 11e siècle, nous existions. Nos ancêtres existaient. Lorsque l'on parcourt par exemple l'histoire du royaume Congo, on voit que la stratographie du royaume Congo, c'était une stratographie géographique qui vient du Congo actuel, notre République démocratique du Congo, le Congo voisin, l'Angola, ainsi de suite. C'est dans ces contextes-là que ces objets d'art ont été spoliés. C'est-à-dire lorsque l'homme blanc arrive, il trouve des civilisations établies, il trouve des organisations établies, il trouve vraiment rien de particulier qui soit de son côté. Seulement que la touche est purement africaine. Il nous trouve avec nos masques, il nous trouve avec nos bustes, il nous trouve avec notre culture, il nous trouve avec notre religion ou nos religions. Et c'est dans ces contextes-là que l'on nous a peut-être fait croire qu'il s'agissait d'objets qu'il fallait rejeter parce qu'il fallait migrer à une autre civilisation qui était une civilisation d'importation. Et c'est dans ces processus-là. Et dans le rapport qui a été produit par les universitaires, il y a deux universitaires, un français et l'autre sénégalais, le rapport Savo-Sarr, ce rapport-là décrit par exemple pour le cadre des colonies françaises les processus de spoliation. On a parlé des vols, des cas de vol, donc on a volé, on a pillé. On a aussi parlé des cas d'acquisition à des prix dérisoires, donc dans ce marché ou de troc où on faisait le commerce avec le sel, avec les biens qui revenaient de l'Occident, on pouvait facilement dire voilà, vous nous donnez tel masque, vous nous donnez telle peinture, telle sculpture, et en retour on vous donne du sel. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'il faut faire une vente aux enchères d'un objet d'art en France, en Belgique ou ailleurs, c'est autour des millions. Alors c'est ce patrimoine culturel qui nous a échappé dans des procédés divers qui n'ont rien de correct, rien d'illégal, qu'il faut entendre retracer, repérer et pourquoi pas amorcer le processus de restitution. Par là, vous voulez dire que l'Africain de l'époque n'était pas assez informé sur la qualité, sur la valeur même du bien qu'il cédait, soit qu'on peut dire de manière par manque d'information? Bon, ce serait peut-être trop dur d'estimer que l'Africain de l'époque n'était pas assez éveillé pour se faire duper. Mais je voudrais simplement expliquer à ceux qui nous suivent qu'il y a tout un contexte par rapport à cela. C'est le contexte de domination. Je vais vous dire une chose. Vous avez une organisation structurelle, une société organisée. Vous avez une armée. Nos empires et royaumes avaient des armées. Mais peut-être que l'outillage n'était pas en même de pouvoir maîtriser, sinon faire face à l'artillerie occidentale qui était plus avancée, plus industrialisée. C'est ça la difficulté. Alors, c'est dans ce paramètre-là. Il y a d'ailleurs une histoire importante lorsqu'on parle de l'invasion, une marche d'une troupe qui serait venue de Tanzanie, une marche des Belges. Ça, j'ai suivi par l'honorable Thomas Louaka dans ses émissions Je connais le Congo. On nous dit comment est-ce qu'il y avait une cohorte des militaires qui venaient de Tanzanie et qui voulaient traverser l'ouest pour passer vers le Bas-Congo. Alors, lorsqu'ils arrivent vers le périmètre de ce qui est aujourd'hui Kinshasa, il y avait un roi qui était là, le roi des Tekeumbu, qui avait une armée et qui voulait affronter la cohorte qui était venue des Belges vers l'est. Mais on se rend compte que l'armée de la tribu Tekeumbu n'était pas en même, n'était pas outillée. Ce qui peut nous amener à réfléchir pour savoir, mais si nous n'avions pas une armée qui pouvait faire face à l'artillerie des Belges, à l'artillerie occidentale qui était industrialisée, eh bien on ne pouvait pas non plus arriver à protéger les sculptures ainsi que tous les objets qui étaient nôtres à cette époque-là. Maintenant dans la démarche, parce que déjà
c'est allé dans des musées. Oui. Et ces musées en ont bénéficié. Et sur le plan réparation, qu'est-ce qui doit être réparé? Parce que c'était un manque à gagner sur le plan de l'histoire. Oui. Nous avons perdu notre histoire. Or, un peuple sans histoire, c'est un peuple sans identité. Comment la réparation doit se faire? La réparation, je l'estime, doit se faire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est l'exigence de la restitution pure et simple de ces objets d'art. Mais on doit y aller de façon stratégique. C'est comme ça que je m'aligne pour proposer qu'il y ait des assises culturelles. On va appeler le monde de la peinture, de la sculpture, les historiographes, les historiens qui viendront débattre et retracer ce schéma-là. La deuxième démarche, elle est plus personnelle. J'estime qu'il faut une action en dommage-intérêt pour préjudice subi. Là, en tant que maître avocat. Oui, ben peut-être, mais j'estime que s'il faut nous réconcilier avec notre propre histoire, nous devons à un moment donné nous arrêter pour voir que nous avons été touchés au plus profond de nous-mêmes. Cette idée paraît pour certains assez prétentieuse ou alors qui n'aurait pas d'issue, mais je voudrais simplement faire observer que nous devons refaire une partie de notre identité. Et pour aller plus loin, on peut avoir un ministère, on peut avoir des structures qui parlent de l'identité nationale. Si pas cela, retracer l'identité nationale dans la vie publique, dans la vie du Congolais, pour que nous arrivions à savoir qui nous sommes, d'où nous sommes venus et où nous allons. D'autres personnes m'ont dit, mais ça a déjà existé, il y a eu la zaïrisation, le djalelo, on avait à un moment donné connu l'authenticité, ainsi de suite. Mais est-ce que nous y avons procédé de façon stratégique? Si nous l'avons connu, que reste-t-il de cette époque que l'on estime glorieuse d'une certaine opinion? Donc c'était ce travail à faire. Mais ce travail doit se faire dans un schéma pour être perpétué dans la durée. Ça, c'est très bien dit. Maintenant, pour certains biens qui ont été spoliés, vendus aux enchères, dont les acquéreurs sont chez eux, ils se la coulent douce et venir. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut aussi aller les confisquer? Non, on ne va pas parler de droit de suite. Ça, c'est des domaines plus taillés pour les juristes qui peuvent les connaître. Mais je pense que la première démarche, c'est une démarche qui doit d'abord s'opérer à l'interne. Vous savez, même si aujourd'hui on doit restituer tous ces objets d'art, nous devons d'abord savoir il s'agit de combien d'objets d'art. Et si aujourd'hui les pays qui les gardent dans leur musée sont prêts à nous les restituer, nous les mettrons où? Est-ce que nous avons des musées? Nous avons des musées qui sont en construction, nous avons des musées qui existent, mais il faut peut-être les multiplier. Je propose dans cette tribune que l'on peut lire sur le site chikeva.com, je propose par exemple la création des musées dans toute la République, de sorte que l'on arrive à restituer les empires et royaumes dans les anciens territoires. C'est-à-dire, par exemple, si nous avons un musée dans le Congo central, nous pourrons trouver tout ce qu'il y avait de l'ancien royaume Congo. Si nous avons un musée dans le Kwango ou le Kwilu, nous pourrons trouver tout ce qu'il y avait de l'empire Lunda. Et ainsi de suite à travers le Kuba, les Azandés, ainsi de suite à travers la République. Donc il y a un travail à faire, mais c'est un travail qui doit faire en amont, qui doit être fait en amont. Et c'est seulement après qu'on peut exiger la restitution et pourquoi pas envisager, comme je le souhaite, une réparation à dommages et intérêts. Donc mettre que ces biens-là, ces œuvres d'art puissent rester là où ils sont parce qu'ils sont bien conservés. Non. Et puis il y a ceux qui vont te poser la question, mais maître, si ça revient, qu'est-ce qu'on va en faire? On peut aussi en créer parce que c'est ici qu'on a créé, qu'on a sculpté, ainsi de suite. On peut encore en faire d'autres. Vous savez, nous avons une particularité dans notre pays. Nous avons un pays de génie. La République démocratique du Congo a une immensité de talents. Soit dans la musique, dans la peinture, dans la sculpture, dans l'art dramatique, ainsi de suite. Nous avons cette immensité de talents et je dirais même une infinité d'imagination. Mais on doit comprendre une chose, que ces patrimoines culturels est nôtre. Ce sont nos biens, ça nous appartient. Vous savez par exemple que le monde occidental a été tellement ingénieux que depuis les patrimoines culturels qui ont été spoliés ici,
à intégrer les patrimoines culturels de ces pays-là. Et qu'est-ce que les lois de la plupart de ces pays disent? Ces lois disent par exemple que le patrimoine est inaccessible, incessible et intransmissible. Ça veut dire qu'on ne peut pas céder les biens qui composent le patrimoine culturel à qui que ce soit. Mais il faut bien changer ces lois. Mais si on peut prendre le prétexte de dire que l'essence est bien où ils se trouvent depuis parce qu'ils sont bien conservés, nous devons créer les conditions de bonne conservation à l'interne. Comme je dis, nous devons créer des musées au standard international. Comme on est en train d'en construire, je vois un sur le boulevard Triomphal, il faut qu'il y en ait autant à travers la République. Nous devons créer des conditions sécuritaires. Et il y a une touche importante. Lorsque ces patrimoines culturels seront restitués ici, nous devons être amenés à revoir notre programme d'enseignement. Nous devons retrancer la culture au cœur de l'enseignement. Nous devons faire revivre les gloires des anciennes civilisations de notre pays à la jeunesse actuelle, aux générations à venir, pour que nous grandissions avec un autre état d'esprit, que nous comprenions que c'est ici dans notre pays que sont parties les mathématiques, à travers les bateaux d'Ishango dans la rive du Lualaba, que nous comprenions que dans notre pays, nous en avons connu autant en travers de gloire et de guerre, que l'on comprenne qu'est-ce qui a été la bataille d'Ambwila du royaume Congo, que l'on comprenne c'est qui Nzingankuvu, c'est qui Manikongo, que l'on comprenne c'est qui l'auteur du royaume Kuba, du royaume Lunda, des Azandais, ainsi de suite, que l'on comprenne la valeur des masques Chokwe, et ainsi de suite. Mais, maître Prosper Tetika, comment on va y arriver s'il faut étudier l'Empire ottoman, les Byzantins? Comment on va y arriver? Parce que déjà dans nos maisons, on n'en parle pas. Bien sûr. Si vous allez dans les maisons de chaque téléspectateur qui nous suivent maintenant là à Kinshasa, en RDC, vous leur posez la question, quel est l'arbre généalogique de leur famille? Ils sont incapables. Maintenant, la connaissance de la richesse culturelle d'un pays, vont-ils y arriver? Est-ce qu'il n'y a pas une cassure dans la transmission des connaissances de l'identité collective congolaise? Il y a non seulement une cassure, je vais vous le dire, mais il y a même toute une tromperie organisée. Parce que l'histoire que nous apprenons aujourd'hui n'est pas notre histoire. C'est une histoire reçue, une histoire façonnée, une histoire taillée pour démontrer la suprématie d'une certaine culture qui n'est pas la nôtre. Moi, j'appartiens à la classe de ceux qui ont appris l'Empire ottoman, l'Empire byzantin, de ceux qui ont appris les merveilles d'Alexandre le Grand. Je n'ai pas eu la chance de connaître sur le banc de l'école le royaume Congo ou alors tous les empires et les royaumes qu'il y avait dans notre pays. C'est pourquoi il faut cette démarche audacieuse qui passe pas seulement par la restitution d'objets d'art spoliés, mais aussi par la refondation du système historique de notre pays. Que l'on refonde le système d'enseignement, que l'on refonde, que l'on recrée l'histoire. Et là, je rejoins encore l'écrivain Didier Moumengue qui écrit dans son livre « Réécrire l'histoire », il appelle à une écriture de l'histoire africaine. Et c'est la démarche qui a été avancée depuis bien longtemps par certains Africains, notamment les Tchèques Anta Diop, ainsi de suite. Il faut que nous comprenions cela. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe à l'ère actuelle? Nous appartenons à une dimension mondiale où l'on tend à une globalisation. Je ne suis pas pour le retranchement des cultures. Je suis aussi pour l'exotisme, l'échange culturel. Mais nous ne pouvons y arriver que si nous avons quelque chose à donner. Qu'est-ce que nous avons à donner? Nous donnons ce que nous avons reçu. Mais qu'est-ce que nous recevons? Nous recevons des autres. Nous recevons des Allemands, des Français. Nous recevons de la gloire des Gaulois. Nous devons recevoir de la gloire de nos ancêtres, de nos aïeux, pour les transmettre à d'autres lors des échanges culturels. C'est ça la démarche qui doit être entreprise. Et il faut pour cela un engagement audacieux qui peut être initié par les pouvoirs publics. Pour une démarche, il y a un départ. Bien sûr. Ou qui doit commencer? Comment le commencer? Parce que les téléspectateurs se posent cette question. Bien sûr. Qui doit commencer et comment le commencer? Je vous réponds tout de suite, celui qui doit commencer, c'est celui qui nous suit en ce moment. C'est le parent qui nous suit en ce moment. C'est l'enfant, l'élève, l'apprenant qui nous suit en ce moment. C'est l'étudiant, le professeur, le citoyen congolais qui nous suit en ce moment. Nous devons comprendre que nous devons aller
à la recherche de nous-mêmes, en partant par la connaissance de nous-mêmes. Si aujourd'hui, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, chaque famille recentre l'arbre généalogique pour retracer à tout le moins de quelle province nous sommes, quelle culture nous sommes, quelles ont été nos traditions anciennes, quelle est notre langue, eh bien, nous contribuerons à cette démarche. Mais puisqu'il faut aussi engager des gros moyens, il faut une autre démarche qui soit prise par l'initiative publique. C'est comme ça que moi je pense, au-delà des questions de l'heure, mais il faut que nous envisagions également des actions qui s'inscrivent dans la durée. Il faut que le gouvernement, par exemple, prenne à travers le ministère de la Culture ou toute autre initiative d'engager un vrai débat sur l'identité nationale, qui passera par la culture, qui passera par la peinture, qui passera par la sculpture. Il faut des moyens qui passent de façon descendante et de façon ascendante. De sorte que si le gouvernement prend l'initiative d'en haut et que les familles prennent l'initiative d'en bas, il y aura cette croisée de chemin qui amènera à l'éclatement de la culture congolaise. Maître Prosper Tetika, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi l'implication des structures internationales non gouvernementales telles que l'UNESCO, par exemple, qui vient de reconnaître que le reggae est admis dans le patrimoine mondial. C'est pas parce que ces structures-là ne s'impliquent pas qu'ici il n'y a pas trop ce regard. Si l'UNESCO dit par exemple, c'est une idée, hein, Oui. Arrêtez-moi si je me perds, non, tous les biens spoliés des pays africains doivent être restitués. Vous ne verrez pas qu'il y aurait de l'élan et que la communauté internationale mettrait des moyens pour construire des musées, mettre en œuvre des moyens de conservation, parce que ce qui pose problème aussi, c'est la conservation de cette richesse culturelle. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai particulièrement aucun problème par rapport à cela, mais je me demande simplement pourquoi l'initiative ne viendrait pas de nous-mêmes. Pourquoi à chaque fois, même pour exiger ce qui nous appartient, c'est l'autre qui doit le faire à notre place. C'est comme ça que vous comprendrez que cette question n'est pas simplement une question liée à une restitution matérielle. Il y a d'autres aspects qui passent par là. Nous devons nous réapproprier nous-mêmes notre propre histoire et notre propre culture. Nous devons comprendre ce qui se joue au-delà de l'acte matériel de restitution. C'est en réalité une dimension qui va même dans la conscience de chaque Congolais. Nous connaître nous-mêmes, connaître notre histoire. Je voudrais bien, si l'UNESCO ou d'autres structures veulent s'engager en ce sens, mais seulement que moi je pense il faut que cette initiative commence par les Congolais. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris l'audace d'engager ce débat, de mettre une tribune sur la place publique, de relancer le débat culturel. J'en attends d'ailleurs des avis, des contradictions, pour qu'ensemble nous puissions nous joindre pour retracer et faire revenir ce qui nous appartient. Il faut que l'initiative commence par nous-mêmes. Maître Prosper, vous êtes responsable d'une ONG, laquelle, si vous pouvez aussi nous en parler? Je préside l'association IDEAC, Idées et Actions pour le Changement, qui s'occupe également des questions de culture. C'est une association sans but lucratif, à caractère socio-culturel. Donc c'est en ce sens-là d'ailleurs que je m'aimerais bien qu'au lieu que ce ne soit que l'UNESCO qui puisse engager ce débat, il y a plusieurs associations dans notre pays, culturelles, animées par des Congolais, qui peuvent également se jeter à l'eau, s'approprier ces sujets et engager un débat culturel qui pourra emmener à cette restitution. L'ONG est implantée où? Ici en République démocratique du Congo, c'est une jeune association, mais l'objectif c'est de faire une implantation à travers la République en respect des règles qui régissent l'association lucrative en notre pays. Allons-y maintenant par rapport au plan général que tu as parlé, un bilan du secteur culturel, un état généraux, comme tu en parles, parce que là on va vraiment s'apesantir. C'est vrai, vous avez évoqué Didier Moumengi, Oui. que nous avons invité à plusieurs reprises dans notre émission, mais malheureusement, il est tellement occupé qu'il ne sait pas. À chaque fois quand on l'invite, il n'a pas le temps pour être, soit il est dans les cours, soit il est dans les conférences, dans les ateliers ou dans les retraites. Nous le saluons là où il est en train de suivre le magazine Genre et Volontariat.
États généraux de la culture, mais vous ne voyez pas que c'est un vaste chantier. Par quoi nous devons commencer? Qui seront impliqués? Et pour quel objectif? Dire que l'idée des États généraux de la culture n'est pas une idée qui vient de moi. Non, ça je le Donc, sais. je l'ai lu, comme je l'ai dit, je l'ai lu dans l'ouvrage. Nous partageons, nous échangeons. Oui, ce le n'est livre. pas de toi, je sais. Effectivement, Didier effectivement, Moumengi, le je livre sais, bleu de Didier Moumengi. Oui. Mais pour s'inscrire dans cette idée, qu'est-ce qu'il faut? Nous devons. Comme lui-même, l'auteur du livre n'est pas là, en parlons. Oui, bien sûr, moi je suis un lecteur de ce livre. Voilà. Voilà. En réalité, il faut qu'il y ait ce projet ambitieux. Parce que la culture, elle est vaste. C'est à tort que lorsqu'on parle de culture, nous la ramenons à la musique contemporaine. C'est un vaste, un grand chantier. Dans ces assises, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir un département des arts dramatiques. On doit avoir un département de l'art plastique. On doit avoir un département de l'art culinaire. Est-ce que nous savons qu'il y a une culture culinaire congolaise? Une certaine façon de manger à la congolaise. Nos sœurs, nos mères se font parfois des tresses. C'est aussi une culture qui est nôtre. Cette façon de tresser le cheveu. Et donc les États généraux de la culture seront une occasion pour répertorier tous ces aspects culturels, mais également définir un plan de transmission. Que l'on apprenne comment tresser, que l'on apprenne comment préparer le foufou, comment préparer la chikwang. Et que l'on nous dise en quoi est-ce que la chikwang qui est préparée sur le plateau de Bateke diffère de la chikwang de Bantondu qui est mangée en Ngeba. Ce sont ces choses-là que nous devons connaître. Mais plus que ça, il faut qu'il y ait également, moi je propose, la recentration de cette question d'objets culturels spoliés. Ça sera une occasion pour permettre notamment le repérage. Quels sont les objets culturels congolais qui se trouvent à l'étranger? Ils se trouvent où? Ils ont été pillés quand? Dans quelles circonstances? Et comment engager un débat, comment engager un processus avec ces États-là pour obtenir la restitution? Et une fois que nous les aurons, ces objets, où est-ce que nous les mettrons? Les musées, les questions infrastructurelles, mais ça englobe pas que le musée. Il y a également les questions des bibliothèques, les questions des salles de spectacle culturels. Et donc l'aspect culturel, elle est globalisante. Il est globalisant plutôt. Il faut maintenant que nous puissions, à travers ces assises, retrancher, ressourcer et faire vivre chaque aspect de ces grands champs de la culture. Il y a l'Internet, les réseaux sociaux, WhatsApp. Est-ce que tu penses que ça donne le temps à la jeune génération qui est là de pouvoir se ressourcer de nos connaissances? Ne penses-tu pas qu'on devrait adapter par rapport à nos moyens actuels de la technologie tels que WhatsApp, ainsi de suite, Facebook, par ces moyens de communication, essayer de véhiculer aussi notre identité culturelle, notre patrimoine à cette génération pour qu'il n'y ait pas la continuité de cette cassure, ce gap culturel entre les anciens et ceux de la nouvelle génération? Effectivement, il faut qu'il y ait cette transaction, je dirais, ce dialogue transgénérationnel. Dans la tribune qui a été publiée, j'aborde la question des nouvelles technologies parce que je suis moi-même un passionné de nouvelles technologies. Tout à fait. Je parle de la question de la numérisation. Aujourd'hui, il y a des galeries virtuelles. Il y a des bibliothèques virtuelles. On peut avoir des galeries d'art virtuelles. Mais qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut d'abord que nous partions d'une soupape qui est matérielle. Pour identifier un masque pendé, il faut le connaître. C'est cette démarche-là qui doit être faite. Et c'est maintenant à la suite de cette démarche qu'il faut migrer dans les nouvelles technologies, migrer dans la numérisation, créer des applications culturelles qui pourront être téléchargées par les jeunes, comme vous le dites, où ils pourront apprendre et pourquoi pas retracer, intégrer le système d'éducation à travers ces nouvelles technologies. On peut avoir aujourd'hui des applications qui parlent d'histoire, qui parlent de la géographie de notre pays et où les jeunes savent qu'en allant sur ces applications-là, nous trouverons des éléments qui nous aideront nous-mêmes dans notre vie, mais également nous pourrons nous aider pour les examens d'État par exemple, pour les examens de quelque chose que ce soit. Donc on intègre cette dimension technologique actuelle au système éducatif. Parce qu'aujourd'hui,
ça peut paraître facile, mais on n'y va que pour son intérêt. Si on a plus d'intérêt à se connecter sur WhatsApp, sur Facebook, ainsi de suite, il faut que les jeunes, dans ce dialogue de génération, trouvent de l'intérêt à naviguer sur des sites qui parlent des cultures de notre pays, parce qu'ils savent qu'il y a un examen derrière, par exemple. C'est un motif de stimulation, mais également un processus d'apprentissage pour soi-même et pour les autres. D'où les punaises questions des moyens. Bien sûr. Comment mobiliser les ressources? Nous avons un pays riche déjà, oui. on le dit souvent, il nous appartient de pouvoir matérialiser, sinon bien orienter cette richesse. C'est peut-être un appel par rapport à l'actualité de ce jour que vous connaissez, que nos téléspectateurs connaissent, pour que dans le débat qui sévit sur l'espace public, que l'on y mette un peu de culture, que dans les prévisions budgétaires des années à venir, que l'on réserve une grande part à la culture et que l'on parte à ces projets ambitieux culturels et que l'on y mette de moyens pour la réussir. Maître Prosper Tetika, vous allez faire un exercice. Vous allez parler à différentes générations. Parfait. Parce qu'il faut conscientiser et nous sommes là en tant que médias pour le faire. Ma première préoccupation, pouvez-vous parler à ces jeunes dans leur langage pour leur faire comprendre l'intérêt de connaître leur identité culturelle? Allez-y. Je m'adresse à la jeunesse de la République démocratique du Congo en ces termes. Je voudrais vous dire, chers amis, que notre pays a existé avant la colonisation. Que nous sommes plus vieux que le 30 juin 1960. Encore plus vieux que 1885 lors de la conférence de Berlin. Et qu'il nous appartient d'aller au contact de ce qu'ont fait nos ancêtres, de ce qu'ont été nos aïeux, leur organisation, les empires, les royaumes anciens, comment ils se sont organisés, comment l'armée s'est organisée, comment le commerce s'est organisé, comment la culture s'est organisée. Nous devons faire ce cap. Nous devons interroger les aînés. Nous devons lire. Nous devons lire. Parce que ces choses sont écrites. Ces choses sont renseignées dans des documents. Nous les trouvons dans des bibliothèques. Nous les trouvons sur Internet. La démarche doit être d'aller au contact. Si on a là ces contacts-là, que nous comprendrons que les mathématiques sont nées ici. Que nous comprendrons que nous avons gagné des batailles. Que nous comprendrons que nous sommes forts. Que nous comprendrons notre vraie identité, notre propre identité. Et parce que c'est de nous qu'il s'agit, nous les jeunes, nous aurons des moyens nécessaires pour affronter l'avenir et réussir l'engagement du serment que nous avons fait devant le monde de rendre notre pays plus beau et encore plus beau qu'avant. Là maintenant, le même exercice, là, vous l'avez fait par rapport aux parents, à ces adultes de la communauté qui doivent transmettre leur patrimoine, leur héritage culturel, mais qui ne le font pas. Aux adultes, aux ancêtres, aux aïeux, aux références, je dis et j'appelle au dialogue intergénérationnel. J'ai demandé aux jeunes de s'approcher vers les vieux pour apprendre. Mais j'aimerais également demander aux vieux de nous mettre dans le bain, de nous inculquer, de nous déposer ces connaissances. Ils détiennent l'immensité des ressources dont nous avons besoin. Et nous avons besoin de ces ressources pour avancer. L'énergie, peut-être eux n'en ont pas, mais ils ont la connaissance essentielle qu'il nous faut pour que nous puissions avancer. Ainsi, je voudrais demander aux vieux de nous transmettre ce qu'ils savent, de nous transmettre la connaissance qu'ils détiennent, parce que cela va nous aider, de nous encadrer, de nous orienter, de nous guider. C'est lorsque l'on aura concilié ces deux démarches, nous connaîtrons qui nous sommes et nous avancerons comme il faut. Très chers téléspectateurs, nous prenons notre dernière ligne droite des échanges si riches avec Maître Prosper Tetika, dont l'éloquence n'a nul égard.
Nous l'en félicitons. Merci. Il est jeune, il défend ses idées, ses idéaux pour le bien-être de la culture congolaise et aussi en tant que président du NALSBEL. Quel est le message qu'on peut retenir de Maître Prosper Tetika dans ce numéro du magazine Genre et Volontariat? Le message qui peut être retenu, c'est le message de la relance du débat culturel dans toutes ses formes. C'est le message de la prise en compte de la culture congolaise dans toutes ses dimensions à travers la vie nationale. C'est l'appel, l'invitation au replacement du débat culturel dans l'opinion publique. C'est comme ça, en peu de mots, je veux inviter toute la communauté qui nous suit en ce moment de lire la tribune que j'ai mise sur l'espace public, qu'on peut trouver sur le site de chikeva.com. Ainsi, vous comprendrez à travers ces quelques lignes la démarche qui est la mienne. Je ne suis pas un historien, je ne suis qu'un passionné de culture. Et peut-être j'ai été baigné dans cette culture, dans ces sujets culturels un peu tôt. C'est comme ça que je pense, et je trouve, dans cette question d'actualité, de restitution d'objets d'art de certains pays à certains pays africains par la France, une opportunité pour pouvoir retracer et faire revenir le débat culturel dans l'opinion publique de notre pays, mais également pour audacieusement engager un processus de restitution du patrimoine culturel congolais qui est nôtre et qui se trouve à l'étranger. Merci Maître Prosper Tetika, je ne pense pas que ce sera la dernière fois. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Mention spéciale à nos deux téléspectatrices qui suivent régulièrement notre magazine. Là, je vois Mireille Bomolo ici à l'Hacienda. Et je salue Ilanga Christelle, la mongo préférée. Merci à ma grande famille du magazine Genre et Volontariat. Merci à Anthony d'Hacienda qui nous permet de tourner ici. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao.